Une famille noire a disparu avec sa voiture neuve en 1977. 20 ans plus tard, elle a été retrouvée enterrée verticalement. Cette affaire mystérieuse est arrivée sur le bureau de l'inspectrice Lena Morris, non pas sous forme de dossier, mais d'impossibilité. Une équipe de sondage autoroutier, en Géorgie rurale, réalisant des tests géologiques de routine, avait trouvé une voiture. En soi, ce n'était pas inhabituel. Mais la voiture, une berline de 1977, était enterrée à 6 mètres de profondeur, son nez pointé vers le centre de la Terre, une tombe verticale et silencieuse. C'était un crime si étrange, si logistique, qu'il semblait moins le fruit d'une rage humaine que celui d'un casse-tête soigneusement construit pour défier. Et face à un puzzle de cette ampleur, l'inspectrice Maurice savait qu'elle avait besoin d'un maître en résolution d'énigmes. Avant de commencer, merci de regarder. Faites-moi savoir en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est vraiment important de savoir que vous êtes avec nous. On traverse ça ensemble. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Le laboratoire médico-légal du bureau d'enquête de Géorgie, GBI, était habitué à l'après-coup tragique de la nature humaine. Mais l'objet qui se trouvait désormais au centre de la pièce, sur une immense plateforme en acier, dépassait tout précédent. C'était une berline de 1977, ou ce qu'il en restait, une carcasse tordue, couverte de boue. Sa couleur d'origine à peine visible sous des couches de rouille et d'argile rouge de Géorgie. Sa forme était déformée, pliée par l'énorme pression du sol, une relique sortie d'un cauchemar. Pendant une semaine, l'inspectrice Lena Morris, de l'unité des affaires non résolues du GBI, avait supervisé un travail minutieux. La découverte avait été faite par une équipe de topographes de l'État. Leur radar pénétrant le sol avait détecté un objet métallique massif, enfoui profondément dans le tracé d'un futur projet routier. L'excavation qui s'ensuivit fut surréaliste. Ils n'avaient pas seulement déterré une voiture, mais un tombeau, enfoui verticalement à 6 mètres, comme si on l'y avait jeté du ciel. À l'intérieur, ils avaient retrouvé les restes squelettiques de 4 personnes. Les premières analyses et la vérification du numéro VIN du véhicule révélèrent une identité tragique, la famille Westmore. Arthur Westmore, un menuisier noir respecté, sa femme Eleanor, leur fille Kimberly, âgée de 14 ans, et leur fils Michael, 8 ans. Une famille qui, un dimanche d'été 1977, était partie pour un pique-nique dans leur voiture neuve et avait disparu de la surface de la Terre. Le dossier de police original de 1977 du shérif local était une farce, un monument à la négligence systémique. Il faisait à peine une douzaine de pages, contenait un rapport sommaire de disparition et se concluait par une suggestion condescendante du shérif de l'époque selon laquelle les Westmore, une famille noire avec une voiture neuve, étaient probablement partis commencer une nouvelle vie ailleurs sans prévenir personne. 20 ans plus tard, la vérité était atrocement claire. Ils avaient été exécutés et enterrés d'une manière inimaginable. L'inspectrice Maurice, une enquêtrice vive et compétente d'une quarantaine d'années, avait les faits, mais aucun point d'entrée logique dans le crime. L'affaire était un cercle fermé, parfait dans son impossibilité. L'effort nécessaire à l'enterrement était titanesque, nécessitant des engins lourds et une planification méticuleuse. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était un chantier de construction. Mais qui avait le mobile? Et qui avait les moyens? La liste des suspects potentiels en 1977 était trouble, effacée par le temps, les souvenirs flous et les puissantes structures sociales d'un comté sudiste reculé. Face à cette énigme déconcertante, Maurice prit une décision considérée comme très peu orthodoxe au sein du GBI. Elle décida de consulter un fantôme du passé du bureau. Une légende, un homme qui avait pris sa retraite depuis des années, mais dont la réputation à résoudre l'impossible se murmurait encore dans les couloirs. Elle passa un appel vers une maison tranquille, isolée sur la côte géorgienne. Un numéro qu'elle avait dû extraire des archives du personnel retraité. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'on ne décroche. Finch, dit une voix calme et précise. Monsieur Finch, commença Maurice, sa voix à elle formelle. Je suis l'inspectrice Lena Morris. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je dirige l'enquête sur la famille Westmore. La voiture, celle qu'on a retrouvée enterrée. Un long silence suivit, seulement interrompu par de faibles notes de musique classique. Ah oui, dit enfin la voix. La tombe verticale.
une proposition géométrique fascinante. Un problème de logistique et de mobile. J'ai suivi les informations. C'est un puzzle aux sensibilités particulières. Oui, monsieur, acquiesça Maurice, soulagé. Et je pense que nous avons besoin de vos sensibilités particulières pour le résoudre. Accepteriez-vous de consulter? Nouvelle pause. Les pièces du puzzle sont vieilles et couvertes d'argile, dit Finch. Mais la logique qui les relie est intemporelle. Très bien, je serai là lundi. Le jeu était lancé. Les pièces, longtemps dormantes, étaient en mouvement. Monsieur Alistair Finch, l'homme qui croyait que chaque crime était un puzzle résoluble par la logique humaine, allait être ramené dans la partie. Alistair Finch arriva au siège du GBI une semaine plus tard. Un homme dans la fin de la soixantaine, mince et impeccablement vêtu d'une veste en tweed, malgré la chaleur estivale. Ses gestes étaient aussi précis que sa parole. Il dégageait une autorité académique tranquille. Ses yeux perçants et intelligents absorbaient chaque détail avec une attention troublante. Il avait été l'un des premiers et des plus brillants détectives noirs du GBI. Un homme qui avait navigué à travers les politiques raciales toxiques des années 60 et 70 avec un esprit tranchant comme un scalpel de chirurgien. Sa première demande ne fut pas d'examiner les preuves, mais de rencontrer l'unique survivant, Caleb Westmore. Caleb, désormais âgé de 39 ans, rentra en Géorgie, submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait attendu 20 ans pour cela, et maintenant que c'était là, il se sentait à la dérive. Il rencontra Finch et l'inspectrice Morris dans un bureau calme. Finch n'offrit ni platitude ni condoléances. Il offrit bien plus précieux, une attention totale et sincère. « Monsieur Westmore », commença Finch, sa voix douce mais assurée, « je ne suis pas ici pour m'immiscer dans votre deuil. Je suis ici pour comprendre un puzzle. Un puzzle qui a commencé le jour où votre famille a disparu. Vous êtes la pièce la plus importante de ce puzzle. J'ai besoin que vous me rameniez en 1977. Racontez-moi tout. Pas seulement le jour de leur disparition, mais les semaines, les mois qui ont précédé. Parlez-moi de la ville, des gens, des règles tacites. » Pendant des heures, Caleb parla. Il évoqua la fierté de son père, la chaleur de sa mère, les rêves de sa sœur, l'innocence de son frère. Il parle des tensions raciales dans leur comté géorgien, des lignes silencieuses à ne jamais franchir. Et il parla, avec une amertume intacte, de la famille Harrington. Il décrivit le conflit foncier, la détermination calme de son père à réclamer ce qui lui revenait et le sentiment de menace constant autour du nom Harrington. Finch écoutait, les doigts que joints, ses yeux rivés sur le visage de Caleb. Il posait peu de questions, mais chacune était incisive, pénétrante. « Votre père avait-il d'autres rivaux, monsieur Westmore? En affaires, dans la communauté? Y avait-il quelqu'un d'autre qui aurait pu souhaiter, quand Caleb eut terminé, la voix éraillée par l'effort de raviver le passé? Une famille noire a disparu avec leur nouvelle voiture en 1977. 20 ans plus tard, elle a été retrouvée enterrée à la verticale. Cette affaire mystérieuse a atterri sur le bureau de la détective Lena Morris, non pas sous forme de dossier, mais comme une impossibilité. Une équipe d'arpentage autoroutier, effectuant des tests géologiques de routine dans une zone rurale de Géorgie, avait découvert une voiture. Ce n'était pas en soi inhabituel. Mais cette voiture, une berline de 1977, était enterrée à 6 mètres de profondeur dans la terre, son nez pointé vers le cœur de la planète. Une pierre tombale verticale silencieuse. C'était un crime si étrange, si logistique, qu'il semblait moins être le fruit d'une rage humaine que celui d'un puzzle soigneusement conçu pour provoquer. Et pour un puzzle de cette ampleur, la détective Morris savait qu'il lui faudrait un maître en résolution d'énigmes. Avant de commencer, merci de regarder cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela signifie beaucoup de savoir que vous êtes là avec nous. On traverse cela ensemble. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Le laboratoire médico-légal du bureau d'enquête de Géorgie était un lieu habitué aux séquelles tragiques des drames humains. Mais l'objet posé maintenant au centre de la pièce lumineuse, sur une large plateforme en acier, défiait tous les précédents. C'était une berline de 1977, ou ce qu'il en restait, une carcasse mutilée et couverte de boue. Sa couleur d'origine à peine visible sous les couches de rouille et l'argile rouge tenace de Géorgie, sa forme était faussée
tordu par l'énorme pression de la Terre, une relique issue d'un cauchemar. Depuis une semaine, la détective Lena Morris, de l'unité des affaires non résolues du GBI, supervisait les travaux minutieux. La découverte avait été faite par une équipe de géomètres de l'État. Leur radar à pénétration de sol avait détecté un objet métallique massif et non naturel, enfoui profondément sous le tracé d'un nouveau projet routier. L'excavation qui s'ensuivit fut surréaliste. Ils n'avaient pas simplement déterré une voiture, mais un tombeau, enfoui à 6 mètres de profondeur, nez vers le bas, comme s'il avait été lâché depuis le ciel. À l'intérieur, ils avaient retrouvé les restes squelettiques de 4 personnes. Les premières analyses et la vérification du numéro VIN du véhicule révélèrent une identité tragique, la famille Westmore. Arthur Westmore, un menuisier noir respecté, son épouse Eleanor, leur fille Kimberly, âgée de 14 ans, et leur fils Michael, âgé de 8 ans. Une famille qui, un dimanche d'été de 1977, était partie pique-niquer dans leur voiture toute neuve, pour disparaître à jamais. Le dossier de police original de 1977, établi par le shérif du comté local, relevait de la farce, un témoignage accablant de négligence systémique. À peine une douzaine de pages, un simple rapport de disparition et une conclusion condescendante du shérif de l'époque, affirmant que les Westmore, une famille en noir avec une voiture neuve, avaient simplement décidé de démarrer une nouvelle vie ailleurs sans prévenir personne. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la vérité apparaissait dans toute son horreur. Ils avaient été exécutés et enterrés de la manière la plus inconcevable qui soit. La détective Morris, une enquêtrice brillante d'une quarantaine d'années, possédait les faits, mais aucun point d'entrée logique dans ce crime. L'affaire formait un cercle parfait d'impossibilité. L'effort nécessaire à l'enterrement était stupéfiant. Il avait fallu de l'équipement de chantier lourd, une planification minutieuse. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était un chantier. Mais qui avait le mobile et qui avait les moyens? La liste des suspects potentiels en 1977 était brouillée par le temps. Les souvenirs effacés et les structures sociales puissantes d'un petit comté du Sud. Face à ce casse-tête, Maurice prit une décision jugée très peu orthodoxe par le GBI. Elle décida de consulter un fantôme du passé du bureau. Une légende, un homme à la retraite depuis des années, mais dont la réputation pour résoudre les crimes impossibles hantait encore les couloirs. Elle composa le numéro d'une maison tranquille et isolée sur la côte de Géorgie. Un numéro qu'elle avait dû retrouver dans les archives du personnel retraité. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'on ne décroche. « Finch », répondit une voix calme et précise. « Monsieur Finch », commença Maurice, sa voix formelle. « Je suis la détective Lena Morris. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. Je suis chargé de l'affaire de la famille Westmore. La voiture qui a été retrouvée enterrée ?» Un long silence suivit, rompu seulement par un léger fond de musique classique. « Ah oui », répondit finalement la voix. La tombe verticale, une proposition géométrique fascinante. Un problème de logistique et de mobile. J'ai suivi les reportages. C'est une énigme d'une sensibilité particulière. C'est exactement ça, monsieur, acquiesça Maurice soulagé. Et je crois que nous avons besoin de vos sensibilités particulières pour la résoudre. Accepteriez-vous de nous aider? Une autre pause. Les pièces du puzzle sont anciennes et recouvertes d'argile, détective, dit Finch. Mais la logique qui les relie est intemporelle. Très bien. Je serai là lundi. Le jeu était lancé. Les pièces, longtemps inertes, entraient de nouveau en mouvement. Monsieur Alistair Finch, l'homme qui croyait que chaque crime était un puzzle humain solvable, allait reprendre du service. Monsieur Alistair Finch arriva au siège du GBI une semaine plus tard. Un homme d'une 60aine d'années, mince, vêtu impeccablement d'une veste en tweed malgré la chaleur estivale. Chacun de ses gestes était précis et mesuré, à l'image de sa parole. Il dégageait une autorité intellectuelle calme. Ses yeux vifs et intelligents captaient chaque détail avec une intensité troublante. Il avait été l'un des premiers et des plus brillants détectives noirs du GBI. Un homme ayant traversé les politiques raciales empoisonnées des années 60 et 70, avec un esprit aussi tranchant qu'un scalpel chirurgical. Sa première demande ne fut pas de voir les preuves, mais de rencontrer l'unique survivant, Caleb Westmore. Caleb, désormais âgé de 39 ans, rentra en Géorgie, le cœur rempli d'émotions contradictoires.
Il avait attendu 20 ans pour ce moment, et maintenant qu'il arrivait, il se sentait à la dérive. Il rencontra Finch et Maurice dans un bureau calme. Finch ne formula ni platitude ni condoléances. Il offrit quelque chose de bien plus précieux, son attention totale et inconditionnelle. Monsieur Westmore, commença Finch d'une voix douce mais assurée. Je ne suis pas ici pour m'immiscer dans votre douleur. Je suis ici pour comprendre une énigme. Une énigme qui a commencé le jour où votre famille a disparu. Vous êtes la pièce la plus importante de ce puzzle. J'ai besoin que vous me rameniez à 1977. Racontez-moi tout. Pas seulement le jour de leur disparition, mais les semaines, les mois qui ont précédé. Parlez-moi de la ville, des gens, des règles non dites. Pendant des heures, Caleb parla. Il évoqua la fierté de son père, la chaleur de sa mère, les rêves de sa sœur, l'innocence de son petit frère. Il parle des tensions raciales dans leur petit comté de Géorgie, des lignes silencieuses qu'on ne franchissait jamais. Et il parla, avec une amertume que le temps n'avait pas atténuée, de la famille Harrington. Il raconta les conflits fonciers, la détermination calme de son père à revendiquer ce qui lui appartenait de droit, et ce sentiment palpable de menace autour du nom Harrington. Finch écoutait, les doigts croisés, les yeux fixés sur Caleb sans jamais le quitter. Il posait peu de questions, mais chacune était incisive, ciblée. Votre père avait-il d'autres rivaux, monsieur Westmore? En affaires, dans la communauté? Y avait-il quelqu'un d'autre qui aurait pu lui en vouloir? Quand Caleb eut terminé, la voix rauque d'avoir ravivé le passé, suite à venir si vous le souhaitez. Monsieur Alistair Finch menait une enquête d'un tout autre genre. Il s'était reclus dans un bureau calme avec pour seule compagnie les rapports médico-légaux complets et les photographies haute résolution de la voiture de la famille Westmore. Il ignora les témoignages, les mobiles, la toile de mensonges. Il se concentra uniquement sur la vérité physique de la scène de crime. Caleb le retrouva là, tard dans la nuit, entouré de photos étalées comme une mosaïque funèbre. Finch ne regardait pas les images d'ensemble, aussi horribles soient-elles, mais une série de gros plans détaillés du tableau de bord. Il pense que la clé, ce n'est pas Savannah, dit Caleb, la voix lourde d'épuisement. Mais les Harrington ont une douzaine de personnes prêtes à jurer qu'ils y étaient. Les gens, monsieur Westmore, répondit Finch sans lever les yeux, sont la forme de preuve la moins fiable qui soit. Ils se trompent, ils dissimulent, ils mentent. Mais les chiffres sont purs. Ils n'ont aucun agenda. Il pointa un doigt mince vers l'une des photographies. Regardez l'odomètre. Caleb regarda. C'était un gros plan du tableau de bord. Les chiffres de l'odomètre étaient figés dans le temps, recouverts d'une fine couche de limon séché. 18,7, dit Finch doucement. 18,7 miles. C'est la distance enregistrée par ce véhicule depuis son achat par votre père. Je me suis permis de consulter le bon de commande original. Il était neuf. Il avait 3 miles au compteur lorsqu'il est sorti du garage. Il fit une pause, laissant le temps aux chiffres de s'imprégner. Donc, en tout, dans sa courte et tragique existence, cette voiture a parcouru 15,7 miles. Caleb fronça les sourcils, ne comprenant pas encore la signification. D'accord. Et alors? Alors, poursuivit Finch, la voix précise, je me suis également permis de tracer les distances. Du concessionnaire automobile à la maison de votre famille en 1977, il y avait environ 4 miles. De votre maison à l'église que vous fréquentiez, environ 2 miles. De votre maison à l'épicerie, au bureau de poste, j'ai cartographié tous les trajets possibles que votre famille aurait pu faire durant les quelques jours où elle a possédé cette voiture. Il désigna ensuite une autre carte posée sur la table. Et puis il y a le dernier trajet, de votre maison jusqu'au terrain reculé hérité par votre père. L'endroit où la voiture a été retrouvée se situe à environ 12 miles. Le total, monsieur Westmore, si l'on prend en compte un aller à l'église et le trajet final, s'élève à exactement 15,7 miles. Un frisson parcourut l'échine de Caleb. Vous êtes en train de dire que le seul endroit où ils ont conduit cette voiture, c'est à l'église, puis à l'endroit où ils sont morts? Précisément, dit Finch. Aucun autre trajet, aucun détour, aucune visite. L'historique complet de cette voiture est contenu dans ce dernier voyage fatal. Il pointa alors une autre photo. Celle-ci montrait la jauge à essence dont l'aiguille était bloquée juste en dessous du F. Et le réservoir était plein.
Ils l'avaient rempli ce matin-là, prêt pour leur promenade dominicale. Un plein d'essence pour parcourir 12 miles. Finch se leva alors et se mit à faire les 100 pas. Ses mouvements délibérés, son esprit visiblement occupé à assembler les pièces de son puzzle. Maintenant, reconsidérons nos suspects et leurs récits à la lumière de ces faits simples et immuables. Thomas Randall, Walter Bishop, Silas Black, leurs mobiles, leurs mensonges, tous sont conçus pour nous distraire, pour nous faire perdre du temps à prouver ou réfuter leurs alibis. Ce sont des leurs. Le bruit de fond d'un drame provincial vieux de 40 ans. Il se tourna vers Caleb, le regard direct. Les Harrington, en revanche, sont d'un autre ordre. Eux, comme Randall, prétendent avoir été à une retraite religieuse à Savannah, à 200 miles d'ici. Et pourtant, cette voiture, pièce centrale du crime, nous raconte une histoire qui se déroule entièrement dans un rayon de 12 miles autour de votre maison familiale. Le crime est local, intensément local, dit Caleb, le cœur battant de plus en plus vite. Donc, leur alibi est un mensonge. Un mensonge, oui, acquiesça Finch, mais un mensonge bien construit, appuyé par d'autres membres de leur cercle influent. Le briser uniquement par des témoignages serait difficile, peut-être même impossible. Mais ce n'est pas nécessaire, car la voiture nous a dit autre chose, quelque chose de bien plus accablant. Il prit la dernière photographie, un gros plan du métal corrodé où se trouvait la plaque d'immatriculation. L'équipe de médecine légale a noté un détail intéressant. Les boulons qui maintenaient la plaque avaient été fraîchement rayés en 1977. Quelqu'un l'avait récemment retiré, puis remis en place. Caleb le regarda, confus. Pourquoi faire ça? Excellente question, dit Finch, une lueur de triomphe dans le regard. Pourquoi en effet? Peut-être pour la placer temporairement sur un autre véhicule? Un leur? Non, trop compliqué. Il y a une raison plus simple, plus logique. Réfléchissez, monsieur Westmore. Pensez comme un architecte. Pensez à l'enterrement. Le silence s'installa dans la pièce. L'esprit de Caleb s'emballa, cherchant les connexions, essayant de suivre le raisonnement de Finch. Un plein d'essence, seulement 15 miles parcourus, une plaque remise en place. Je n'ai pas conduit la voiture là-bas, dit-il lentement, l'horreur montant en lui, jusqu'au lieu d'enterrement. Exactement, s'exclama Finch, sa voix vibrante de satisfaction. La voiture n'a jamais été conduite jusqu'à sa tombe. Elle a été transportée, très probablement sur un camion à plateau. Cela explique le plein d'essence, cela explique l'absence de kilométrage supplémentaire, et cela explique la plaque. On ne peut pas transporter un véhicule non immatriculé, même tout neuf, sans une plaque temporaire. Alors ils ont retiré la plaque de votre père, installé une plaque temporaire pour le transport, puis, une fois sur place, retiré la plaque temporaire et remis celle de votre père avant d'enterrer le véhicule pour s'assurer que, si on la retrouvait un jour, elle serait correctement identifiée. Il s'interrompit, laissant le poids de sa déduction s'imposer. Ce crime, monsieur Westmore, n'était pas seulement un meurtre, c'était un projet de construction, un projet de transport et d'excavation, un projet nécessitant un équipement spécifique et une planification logistique précise. Il planta son regard dans celui de Caleb, ses yeux brillants d'une lumière froide et lucide. Et maintenant, nous savons exactement qui était dans le secteur du bâtiment. 2 jours plus tard, la détective Lena Morris, se fondant sur l'assurance de M. Finch d'avoir résolu l'affaire, convoqua certaines figures clés au siège du GBI pour ce qu'on décrivit comme une réunion finale de clarification. L'atmosphère dans la grande salle de conférence stérile était lourde de tension. Clayton et Male Harrington étaient assis à une extrémité de la longue table, encadrés par leur avocat impassible. À l'autre bout se trouvaient Thomas Randall, le rival en affaires, Walter Bishop, l'admirateur secret, et Silas Black, le parent rancunier, tous les trois l'air perplexes et anxieux. À la tête de la table, aux côtés de la détective Morris, se trouvait Caleb Westmore, le visage figé dans une résolution sombre. La porte s'ouvrit et M. Finch entra, sa simple présence attirant immédiatement l'attention de tous. Il ne s'assit pas. Il se posta devant un grand tableau blanc. Une photographie de la voiture enterrée verticalement y était projetée. « Merci à tous d'être venus », commença Finch, sa voix presque académique. Depuis 20 ans, la disparition de la famille Westmore restait un mystère.
Aujourd'hui, ce mystère prend fin. Nous avons passé les dernières semaines à écouter des histoires, des alibis, des mensonges. Mais la vérité n'était pas dans vos paroles. Elle était dans la terre. Elle était dans la voiture. Il se tourna d'abord vers Silas Black. Monsieur Black, dit-il, vous aviez un mobile. Vous pensez que la terre aurait dû vous revenir et vous n'aviez aucun alibi pour ce week-end-là. Mais ce crime, cet enterrement méticuleux, nécessitait des engins lourds et une planification minutieuse. C'était un crime de pouvoir et de ressources, non un accès de rage opportuniste. Vous êtes un homme rempli de ressentiment, mais vous n'êtes pas l'architecte de ce drame. Il s'adressa ensuite à Walter Bishop. Monsieur Bishop, votre affection pour Madame Westmore était, semble-t-il, sincère, bien que tragiquement déplacée. Vous avez menti en affirmant qu'elle était malheureuse dans son mariage. Peut-être pour créer une narration dans laquelle elle aurait quitté son mari, un fantasme que vous nourrissiez. Votre secret était celui du cœur, un secret triste et solitaire. L'aine. Ce n'était pas un secret de violence. Il fit alors face à Thomas Randall. Monsieur Randall, vous aussi avez menti. Vous nous avez dit que vous ne nourrissiez aucune rancune envers Arthur Westmore pour le contrat perdu, mais les registres financiers de 1977 montrent que votre entreprise était au bord de la faillite. Perdre ce contrat fut un coup dévastateur. Et vous connaissiez la marque et le modèle exact de la nouvelle voiture des Westmore. Un détail que vous n'auriez pas dû connaître. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu. Vous êtes passé devant leur maison ce dimanche-là, rongé par la jalousie professionnelle. Un fait que vous avez sciemment omis. Il marqua une pause. Mais comme Monsieur Black, vous n'aviez ni les moyens spécifiques, ni l'audace nécessaire pour un enterrement aussi grotesque. Votre crime, c'était l'envie, pas le meurtre. Avec une précision calme et méthodique, Finch avait démantelé les fausses pistes, révélant leurs secrets plus petits, plus humains, tout en les écartant du crime principal. Un sentiment palpable de soulagement, mêlé à la confusion, traversa un côté de la salle. De l'autre côté, les frères Harrington restaient assis, le visage impassible, leur avocat leur murmurant occasionnellement à l'oreille. « Ce qui nous amène, dit Finch en se tournant complètement vers eux. À vous, messieurs. » Il marcha lentement vers leur extrémité de la table. « Vous avez affirmé, comme monsieur Randall, être à une retraite religieuse à Savannah, un alibi soutenu par une douzaine de vos amis influents. Un mur de silence redoutable, mais un mur avec une fissure fatale. » Il pointa la photo projetée sur le tableau blanc. « La voiture. La voiture est la fissure dans votre mur. L'odomètre indique qu'elle n'a parcouru que 15,7 miles au total. La distance du concessionnaire jusqu'à la maison des Westmore, puis de leur maison jusqu'au terrain où ils ont été enterrés, correspond exactement à ce chiffre. Le crime était entièrement local. Votre voyage de 200 miles à Savannah est une impossibilité. » L'avocat des Harrington tenta de parler, mais Finch leva une main, l'interrompant. « Vous n'avez pas conduit la voiture jusqu'à sa tombe, » poursuivit Finch, sa voix baissant, devenant plus intense. « Vous l'avez transportée sur un camion à plateau, probablement issu de la flotte de votre propre entreprise de construction. Cela explique le réservoir plein, l'absence de kilomètres supplémentaires et la plaque d'immatriculation. Vous avez dû retirer la plaque de votre père, fixer une plaque temporaire pour le transport, puis remettre la plaque originale avant l'enterrement afin qu'elle puisse être identifiée. Une petite erreur a laissé des éraflures sur les boulons. » Il se pencha en avant, croisant le regard de Clayton Harrington. « Mais il y a une dernière logique simple qui vous condamne. La douille retrouvée dans la voiture provenait d'un revolver 38. Un revolver que nous avons découvert appartenait à votre contremaître le plus fidèle et le plus violent, Jebediah Thorne, un homme mort 1 an après les meurtres, emportant ses secrets avec lui. Du moins, le croyez-vous. » Il laissa le nom résonner dans la salle. Pour la première fois, une lueur de peur, de reconnaissance, traversa le visage de Mel Harrington. « Vous voyez, dit Finch, sa voix devenue une lame froide et tranchante d'accusation. Le puzzle est complet. Le mobile était la terre et le dépôt illégal que le père de mon client avait découvert. Les moyens, votre équipement de construction. L'arme, sous votre contrôle. Votre alibi est un mensonge, réfuté par les simples chiffres immuables de l'odomètre. Et votre présence sur les lieux est confirmée par la confession sur son lit de mort d'un homme que vous avez réduit au silence pendant 2 décennies. » Il se redressa de toute sa hauteur,
balayant les deux frères du regard. « Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de secret. » Il se tourna vers l'inspectrice Morris. « Inspectrice, dit-il, sa voix résonnant avec une finalité. Arrêtez ces hommes. » Dans le silence stupéfait de la pièce, Male Harrington, le plus jeune des frères, plus élégant, céda enfin. Un sanglot sourd lui échappa, et il cacha son visage entre ses mains. Clayton fixait droit devant lui, le visage figé, mais son illusion de pouvoir venait d'être brisée, démantelée pièce par la logique. Les fantômes de 1977 avaient enfin coincé leur meurtrier. Le procès de Clayton et Male Harrington pour les meurtres de la famille Westmore en 1977 fut un événement marquant. Une reddition publique qui mit en lumière toute l'histoire du comté, faite d'injustice raciale et de dynamique de pouvoir corrompu. La salle d'audience était comble chaque jour, une foule tendue et divisée observant les péchés du passé être exhumés méthodiquement. Les frères Harrington, leur fortune désormais épuisée par une équipe d'avocats de la défense prestigieux, restaient fidèles à leur version. Leur père défunt et son contremaître Jebediah Thorne étaient les seuls responsables. Eux étaient des fils innocents, ignorant des affaires ténébreuses de leur patriarche. Mais la chaîne de preuves rassemblée par l'inspectrice Lena Morris et son équipe, guidée par les recherches de Caleb et les brillantes déductions de M. Alistair Finch, était trop solide. L'accusation déroula son dossier avec minutie. Elle présenta le témoignage de la fille de Samuel Parish, relatant la confession de son père sur son lit de mort. Elle présenta les preuves balistiques reliant la douille retrouvée dans la voiture au revolver appartenant au contremaître des Harrington. Elle présenta le permis de canalisation d'eau, prouvant une tentative délibérée de modifier la scène du crime. Et Finch lui-même prit la parole, non comme témoin, mais comme expert, guidant le jury à travers l'irréfutable logique de l'odomètre, du réservoir d'essence et de la plaque remontrée. L'autopsie de la voiture, comme il l'appelait. Le point culminant du procès arriva lorsque l'accusation présenta une dernière pièce à conviction. L'oiseau en bois finement sculpté que Caleb avait fabriqué pour son père, retrouvé serré dans la main d'Arthur Westmore. Un expert médico-légal témoigna qu'une analyse microscopique de l'objet avait révélé une écharde infime d'un bois rare, exactement le même que celui utilisé pour fabriquer la crosse personnalisée du revolver de Jebediah Thorne. Une coïncidence d'1 sur 1 million, un témoignage silencieux venu de l'étreinte d'un père aimant, reliant directement l'arme au moment du crime. Le verdict du jury fut rapide et unanime. Clayton et Male Harrington furent condamnés à la prison à vie. Leurs masques d'arrogante dénégation s'effondrèrent enfin dans un état de stupeur livide. Une semaine après le procès, Caleb Westmore était assis avec M. Alistair Finch sur la véranda d'un hôtel côtier tranquille, observant le ressac apaisant. « Il y a juste une chose que je ne comprends toujours pas, Monsieur Finch, » dit Caleb. « L'oiseau en bois. Pourquoi mon père le serrait-il si fort ?» Monsieur Finch, remuant son thé, regarda l'horizon. « Parce que, mon cher Monsieur Westmore, dit-il doucement, dans ces derniers instants, face à un mal incompréhensible, votre père n'a pas saisi une arme. Il a saisi un symbole de l'amour de son fils. Ce n'était pas un indice pour nous, mais un dernier message pour lui-même. Un rappel que, même dans les ténèbres les plus profondes, il existe quelque chose de pur qui mérite d'être tenu fermement. » Pour la première fois en 20 ans, Caleb ressentit une paix qui n'était pas seulement celle de la justice froide, mais celle, plus douce, de la grâce éternelle.